Salut à tous, après être mort de froid cet hiver, on meurt de chaud cet été, j'adore le corps humain, et dans cette vidéo je vais présenter brièvement des concepts de Jacques Rancière afin de nuancer d'autres analyses que j'ai précédemment proposées sur la chaîne, en particulier celles qui concernent Mark Fisher, ça va s'afficher là. Cette introduction est très limitée par son format, les sources sont en description, c'est parti, moteur et action. Je déconne, je suis seul chez moi en fait. Né en 1940 à Alger, Jacques Rancière est un philosophe français qui a longtemps enseigné à l'université Paris 8 et qui travaille essentiellement sur la question de la politique et de l'esthétique. Élève de Louis Althusser à l'École normale supérieure de Paris, il participe à l'ouvrage collectif Lire le Capital. Il s'éloigne radicalement des analyses d'Althusser après mai 68 et fonde avec Geneviève Fraisse et Jean Borel le collectif Révolte Logique qui publie de 1975 à 1981 une revue éponyme. Dans sa leçon à John Lewis, Louis Althusser inculque aux marxistes humanistes son concept de procès sans sujet. Pour lui, la notion de sujet est bourgeoise. Les hommes ne sont pas sujets de l'histoire, ils sont sujets dans l'histoire car ils agissent en sujet sous la détermination des rapports sociaux. Le vrai moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. En mai 68, constatant l'incapacité des outils althussériens à cerner le mouvement, Rancière rompt brusquement avec lui dans La leçon d'Althusser, publiée en 1974. Pour lui, la position d'Althusser est une stratégie typique du maître. Les masses sont dans l'illusion, et il est du rôle de l'intellectuel d'avant-garde de les éclairer. Le savoir du maître apparaît comme condition de l'émancipation du plus grand nombre. Louis Althusser est le premier modèle de ce que Rancière va appeler la logique de l'explication dans Le Maître ignorant, publié en 1987. Dans cet ouvrage, Jacques Rancière reprend les travaux de Joseph Jacotot, maître ignorant au début du XIXe siècle. Enseignant dans une classe aux Pays-Bas avec la barrière de la langue pour obstacle mutuel, Jacotot se sert de deux exemplaires des aventures de Télémaque, en français et en néerlandais, dont il dispose, l'un étant la traduction de l'autre. En faisant méthodiquement répéter les élèves en suivant les deux versions, il obtient des résultats surprenants. À la fin de l'étude, leur dissertation témoigne d'un niveau de français correct. Pour lui, c'est la démonstration qu'on peut enseigner sans savoir, et que l'élève est capable de comprendre n'importe quel énoncé en répétant et en comparant par lui-même. Ses propos font des émules, et les sociétés pour l'émancipation commencent à discuter du rôle de l'enseignant. Rien n'indique qu'un ou une élève comprenne mieux un énoncé grâce aux explications des professeurs, aussi fines soient-elles, car cela suppose d'abord de comprendre les dites explications. Si les enseignants et enseignantes sont des grands pédagogues, et elles peuvent déplier les explications, et alors l'élève doit entièrement adopter leur logique, c'est-à-dire comprendre les explications explicantes, des explications expliquées, puis ces dernières explications expliquées pour enfin les appliquer à l'énoncé. Et là on voit bien la logique de l'explication qui explique l'explication, et l'élève n'est pas en train de comprendre l'énoncé, mais en train d'essayer d'adopter la logique de l'enseignant. À chaque étape se recreuse l'abîme de l'ignorance que le professeur comble avant d'en creuser un autre. Toujours, le maître garde sous le coude un savoir, c'est-à-dire une ignorance de l'élève, qui toujours sentira pour aller plus loin le besoin d'un autre maître, d'explications supplémentaires. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais et je vais vous les apprendre. Et c'est le stade de l'obligation. Et puis, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez et je vérifierai si vous les savez. Vérification. Enfin bon, toute une série de rapports de pouvoir qui sont mêlés à l'enseignement. Le rôle de l'instruction est de justifier les inégalités en maintenant une distance entre les élites éclairées et les masses. L'ignorant est celui qui ignore et ignore comment le savoir, tandis que le maître est celui qui sait et qui sait comment faire du savoir. L'élève dépend des explications du maître et des paliers de l'instruction publique. Pourtant, pourvu des mêmes capacités que les autres, se servant de ses acquis et en opérant par comparaison, l'élève peut se saisir de la logique de l'énoncé,
prendre alors conscience de son propre savoir et de ses propres ignorances, soit ce que l'élève aspire à savoir et ce qu'elle peut apprendre de la même façon que le reste. L'instruction publique se dirige dans le sens opposé et multiplie les améliorations pédagogiques, les explications. Telle est la logique qui se met en place, celle de la réduction des inégalités. Qui a consenti à la fiction de l'inégalité des intelligences n'a plus qu'à courir de fiction en fiction et d'ontologie en corporation pour concilier peuple souverain et peuple attardé, inégalité des intelligences et réciprocité des droits et des devoirs. L'instruction publique, la fiction sociale instituée de l'inégalité comme retard, est la magicienne qui conciliera tous ces êtres de raison. Elle le fera en étendant à l'infini le champ de ses explications et des examens qui les contrôleront. Pour Bourdieu comme pour Althusser, on est assujetti car on ignore les mécanismes de ce phénomène précis. Pourtant, les ouvriers et ouvrières ont aussi une capacité d'imaginer et de se saisir de leurs expériences. Et alors, en procédant ainsi, les universitaires maintiennent le partage des positions. Tout le monde est nécessairement à sa place, et seule la connaissance apportée par celles et ceux qui savent peut nous en sortir. L'émancipation, selon Rancière, suppose à l'inverse une rupture avec le partage qui fait de l'activité des bras du travailleur ou de la travailleuse un vécu sensoriel incompatible avec une occupation intellectuelle. Le partage du sensible est défini comme l'ensemble systématique des conditions sous lesquelles sont donnés et partagés à une époque précise les ordres de l'être, du dire et du faire. Ce que l'on peut dire, ce qui est faisable, ce qui est audible, selon notre activité, donc notre position. La fonction qui nous est assignée dans la communauté conditionne ce qui nous est donné à sentir ou à faire. Qui a le droit de faire de la politique? Qui a des expériences susceptibles de devenir des sujets politiques? On a vu dans la vidéo sur Ursula Le Guin que la vie d'une femme au foyer était considérée comme un non-sujet de roman et de politique. De même, dans les premiers temps de l'informatique, le hardware était réservé aux hommes et le software délégué aux femmes. Un partage absurde, mais qui recoupe les lignes de l'expérience sensorielle légitime, du bricolage chez les hommes, tandis que le travail reposant sur le fait de recopier était délégué aux femmes, car il était vu comme délicat. Platon imagine une cité parfaite divisée en 3 classes avec la force physique d'une part, la caste des laboureurs et des gardiens, et l'intelligence d'autre part, la caste des magistrats qui gouvernent. Le partage du sensible est clair et Platon oppose cette communauté chorégraphique harmonieuse où chacun est à sa place à la communauté ignorante démocratique où c'est le bazar. Et la ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Platon critique le théâtre où tout n'est que simulacre et tromperie. Le rôle du spectacle n'est pas à prendre à la légère car il influence la perception de l'auditoire et trouble le partage du sensible. Son bon partage du sensible, bien ordonné et comme il faut. D'autres, comme Aristote ou le romantisme allemand, prônent la collectivité vivante, constitution esthétique de la communauté contre l'illusion de la mimésis, l'imitation. Le théâtre est restauré, mais il s'agit du vrai théâtre, opposé au spectacle. Il s'agit d'engager le spectateur et la spectatrice, les faire agir. On peut prendre l'exemple de Bertolt Brecht. L'art est rigoureusement séparé de l'artisanat et de l'industrie, et il faut le restaurer dans sa praxis. C'est un mot pour dire action militante, mais on l'utilise pour flex quand on est un intellectuel organique. Les spectateurs et spectatrices sont des idiots qu'il faut mener à l'action en leur faisant prendre conscience de leur posture passive et en supprimant l'espace entre leur siège et la représentation. On peut penser à la critique de l'école de Francfort, la dénonciation de la réplication et le danger qu'elle fait peser sur l'art véritable. La critique du spectacle de Guy Debord parachève cet enfermement du spectateur dans la machine d'aliénation. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. La connaissance de l'inversion et de l'asservissement appartient au monde inversé. La réalité est submergée par le spectaculaire et la politique n'est plus que la matrice de l'esthétisme. Le temps de la consommation des images, médium de toutes les marchandises, est inséparablement le champ où s'exercent pleinement les instruments du spectacle et le but que ceux-ci présentent globalement comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations particulières. Son film sur la société du spectacle n'est pas pour objet d'édifier via des images de dénonciation, mais tenter de faire ressortir la vraie réalité pour dénoncer la position même des spectateurs et spectatrices.
De même, pour Jean Baudrillard évoqué dans la précédente vidéo, dans l'hyper-réel, le monde fusionne avec le documentaire, la distance avec le spectacle est annulée et désormais toutes et tous participent et se complaisent dans l'interpassivité. Il faut bien comprendre comment ces théories, quel que soit leur fondement, témoignent et justifient avant tout les positions des intellectuels, des acteurs et actrices, de celles et ceux qui font la mise en scène ou rédigent les critiques culturelles. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes dans l'aliénation, vous avez besoin de nous. J'aime bien parce que je me montre quand je dis nous, donc c'est un peu comme si j'étais moi-même le problème. Nous sommes le problème. Les artistes ont tout intérêt à se singulariser en séparant rigoureusement leur activité de l'artisanat, en faisant comme si l'art était un acte singulier et non le produit d'un monde de l'art, incluant autant des industries capables de fournir un matériel qu'un public capable d'être réceptif. Ils font comme si le partage entre artisanat et art était immuable. Ce partage du sensible associe le regard à la passivité, le mouvement à l'action. La spectatrice ou le spectateur est dans son siège à regarder, ce n'est pas une expérience politique valable, c'est un état passif. Je ne suis pas en train de dire que Debord et Baudrillard ignorent les résistances ou sont inconscients de la situation, ou que l'allégorie de la caverne de Platon ne présente aucun intérêt. D'ailleurs, il y a Truc de Philo qui a fait une bonne vidéo dessus. Mais que ce qui explique la fortune de ces formulations, leur succès, c'est qu'elles permettent aussi de justifier un certain ordre social, avec les savants, les maîtres, celles et ceux qui pensent en haut, et celles et ceux qui travaillent de leurs mains en bas, dans la matrice. Ça reste encore un spectacle qui confirme l'autorité de la voix qui dit « on sera toujours dedans ». On peut comprendre à partir de là comment le situationnisme est devenu ce qu'il est de nos jours dans sa version banalisée, comme critique du consommateur démocratique abruti par les médias. Ce qu'il y a derrière, c'est la manière dont toute la tradition critique marxiste révolutionnaire a absorbé un certain nombre de présuppositions inégalitaires. Il y a les actifs et il y a les passifs. Il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui savent. Ce qui en gros revient à dire « il y a ceux qui sont capables et il y a ceux qui ne sont pas capables ». À partir de là, il y a plusieurs stratégies possibles. Ou l'on pense qu'il faut qu'une avant-garde réunisse les gens capables pour mettre dans la tête des incapables les moyens de s'en sortir, ou bien on prend la position du grand seigneur désenchanté qui constate qu'effectivement, le moment de l'action est passé, et que désormais ses contemporains sont voués à mariner indéfiniment dans le spectacle. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault remonte aux anciennes sociétés de souveraineté et à leur mode de punition. Sous la monarchie, le châtiment violent sur la place publique est très méthodique. Écartelé, tenaillé, brûlé, ce rituel a une double fonction de rendre le jugement édifiant, on fait un exemple, et de renforcer et réactualiser le pouvoir. Le despote se réaffirme en se vengeant. L'une des principales oppositions à ce mode de justice était qu'en prenant à témoin le peuple, on risquait de susciter des effusions, des émotions d'échafaud. L'erreur est de présenter cette exécution publique comme une façon de venger le roi en excitant les bas instincts populaires. Non, les gens ne sont pas passifs, ils réclament ce droit à constater le châtiment. La vengeance du souverain est la leur, et les limites du pouvoir de ce dernier se jouent toutes dans ce moment délicat où le peuple, devant le ou la condamné, choisit s'il trouve la peine juste ou non. Le carnaval hante le châtiment. Si le ou la condamnée survit à son supplice, il est de coutume qu'elle ne peut plus être mise à mort. Qu'elle a gagné son duel avec le roi, représenté par son bourreau. Lorsque la justice a été déplacée à l'intérieur, soustraite au jugement des regards, la bourgeoisie et la noblesse ont rétabli le partage du sensible tout en constatant sa fragilité. Le regard des foules est actif, alors on privilégie les tribunaux feutrés, la raison experte plutôt que les bas instincts. L'incapacité du peuple est actée. Rancière prend l'exemple de l'insurrection de l'Aventin qui a lieu sous la Rome antique, quand les plébéiens, les pauvres, se sont mis en grève sur une des 7 collines de Rome et que les patriciens, les riches, ont dû négocier avec eux. En se montrant ainsi, ils se rendent visibles. Comme dirait Judith Butler, il y a une force déictique du corps qui arrive avec d'autres corps dans une zone ayant une visibilité médiatique. En imposant la présence de leur corps, les plébéiens ont forcé le Sénat à reconnaître leur capacité à parler, à exister dans un espace public, à contester un partage du sensible. Au moment du dialogue avec les tribuns, ils sont considérés en égaux de fait, parce que même si les subordonnés sont censés être inférieurs en compétences, au moment où les supérieurs leur donnent des ordres, ils doivent les considérer aptes à les comprendre, et donc ils vérifient à chaque fois une égalité de fait. La politique exercée par les plébéiens, c'est l'action des sans-parts qui contestent le partage policier du sensible et l'attribution des rôles. Jacques Rancière définit la démocratie comme l'établissement de la capacité de n'importe qui, donc de personne ou de tout le monde, à gouverner, l'absence de compétence à diriger.
Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai traité ce sujet en accéléré, aussi certains points pourraient-ils être plus approfondis. Nous avons vu que Rancière dénonçait la logique de l'explication, qui sert selon lui à maintenir une hiérarchie des positions entre l'enseignant ou l'enseignante et l'élève, entre les intellectuels et les masses. Nous avons vu que dans chaque communauté, à des périodes données, existe un partage du sensible, qui consiste à assigner à une certaine expérience sensible une capacité politique, travailler à l'usine, faire le ménage, écrire des livres, selon le contexte, user de son regard ou de ses bras. Ce qui est discuté dans La haine de la démocratie, c'est cette volonté de retour à l'ordre chez les intellectuels. Non, tout le monde n'est pas capable de penser la politique. Non, tout le monde n'est pas apte à diriger. Tous les défauts sont attribués au principe démocratique, subtilement confondu avec la mascarade représentative, qui crée des consommateurs et des consommatrices, soi-disant égoïstes, individualistes, aliénés, des moutons. Il faut bien comprendre ce que signifie cette analyse, en termes de partage des positions. À gauche, on en trouve qui croient qu'il faut instruire le peuple et qui se perdent dans un torrent d'explications plus ou moins raffinées, de la pédagogie marxienne dernière génération à la bonne vieille conférence léniniste à l'ancienne, et d'autres qui souhaitent revenir aux exploités et qui fut un temps renoncer à leurs études pour aller à l'usine. Enfin, il y en a qui pensent qu'il est impossible de trouver des points de réalité dans le gazeux, que l'impuissance est généralisée. Il est possible, par temps clair, d'observer leur gros cerveau lucide de penseurs désabusés en train d'errer dans l'espace intersidéral des flux mélancoliques. Leur point commun, c'est que personne ne discute le partage du sensible. Toutes et tous sont persuadés posséder une compétence politique et une expertise indispensable. C'est un phénomène de justification tout à fait normal. Comme dirait René Berthier, un ou une intellectuelle préférera toujours un rôle dirigeant au sein d'un parti communiste ou d'une avant-garde qu'être un membre comme un autre d'un syndicat de profession libérale à la CNT. Allez, à la prochaine, soyez sages et révisez bien, car souvenez-vous, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Enfin, il paraît.